On m'a servi une carbonade, et donc tu sais, avec les cubes de viande, et tu vois, il y a des petits vaisseaux qui dépassent. Ouais, ça, c'est impossible Tu pour dis, toi. c'est mon travail, quoi. Normalement, je les intube. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, nous recevons Alain Konings pour son livre Confidence d'un embaumeur qu'il a coécrit avec Eric Willem aux éditions Racine. Il nous raconte comment sa fascination pour la conservation a créé une vocation chez lui, celle d'être embaumeur, c'est-à-dire de rendre la mort plus belle, plus acceptable pour les tiers, pour les vivants, pour ceux qui restent. Dans cette émission, nous allons donc traiter du sujet de la mort. Attention, si c'est un sujet qui vous effraie, vous pouvez être un petit peu déstabilisé, même si Alain le dédramatise énormément. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous pouvez également nous retrouver en podcast audio et sur tous les réseaux sociaux, mais surtout, n'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager, à liker et éventuellement à vous abonner. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour Sarah. Donc aujourd'hui, nous te recevons pour ton livre Confidence d'un embaumeur qui sort aux éditions Racine. À titre informatif, il faut que je te dise que quand mon équipe m'a donné ton livre, je me suis dit je vais pas passer forcément une très bonne soirée, ça m'a l'air un petit peu austère. Bah, pas du tout. J'ai passé un excellent moment, c'est pas austère du tout, on rigole. Et là encore, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, j'ai hâte de découvrir quand même l'histoire d'Alain parce que on peut pas être embaumeur par vocation. Nécessairement, il a dû lui arriver plusieurs choses dans sa vie pour qu'il prenne cette trajectoire. Première phrase, ça a été une vocation. Bah oui. Et alors comment ? Je ne sais pas. C'est peut-être ça justement une vocation. On ne sait pas. Ça nous tombe dessus, et depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par les choses qui se conservaient. Mais t'étais attiré, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu ne craignais pas la mort en tout cas. Alors, je pense qu'il faut distinguer la mort des choses qui sont mortes. Donc, la mort, c'est deux choses différentes. Donc, j'ai grandi à la campagne, donc dans l'esprit un peu chasse et pêche, et dans la forêt. Donc, fatalement, on voit des animaux morts et autres. Et ça me fascinait de voir les animaux se dégrader. Donc, au fur et à mesure des promenades, lorsque l'on passait, on voyait l'animal, se dégrader. Et je sais pas, il y avait une fascination. Et puis, quand j'ai compris qu'on pouvait stopper ça, ça m'a tout de suite fasciné, tout petit. Ça a commencé par un pot pourri chez une fleuriste où il y avait une tranche d'orange séchée dedans. Et pour moi, c'était pas normal qu'on arrive à conserver de la nourriture, à conserver un fruit. Et donc, elle m'a donné sa recette. J'ai essayé, ça a été une catastrophe. Et tu t'es dit pourquoi pas sur les êtres vivants ? Non, là j'avais 10 ans, donc... Ah oui, c'est un petit peu jeune. Je savais pas que le métier de thanatopracteur, d'embaumeur existait. Donc c'est vraiment bien plus tard que c'est arrivé. Et alors, c'est arrivé au moment de l'adolescence, au moment où on choisit une voie professionnelle, où on doit s'orienter vers éventuellement des études ? Oui, c'est ça. En fait, moi je voulais être prof de maths. Pour les vacances, j'ai pas peur de le dire, je faisais de l'escalade, j'étais plutôt sportif. C'est-à-dire que tu considérais qu'ils avaient beaucoup de vacances et que comme ça te permettait oui, de faire clairement, des vacances. Et en plus les maths, parce que depuis 2000 ans, depuis Euclide, ça avait pas trop changé, donc je me dis c'est facile, il faut pas se remettre à jour. C'était vraiment pas un choix très judicieux, et justement quand j'ai compris que c'était pas le meilleur des choix de faire un métier un petit peu en dépit pour les vacances, j'étais complètement perdu, jusqu'à ce qu'un ami me dit toi je te verrais bien thanatopracteur. Et donc je dis c'est quoi ? Il m'a dit, c'est les gens qui s'occupent des morts. Et puis, en fait, je sais pas, la lumière, musique divine sur ma tête. Je me suis dit, oui, c'est ça. C'est assez peu commun, parce que on se dit pas, ah oui, super, je vais être embaumeur, je vais être thanatopracteur. C'est assez peu commun. Comment on l'a pris, par exemple, ta famille, ta maman Alors, dans ma famille, surtout ma maman, ça a été un petit peu plus difficile parce que maman était femme de ménage dans une école, donc le fait d'être professeur, pour elle, c'était la sécurité. La sécurité, puis une petite augmentation sociale, on va dire ça comme ça, et surtout lui dire que j'arrête tout pour quelque chose d'un peu bizarre, d'incompréhensible. Voilà, mais j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a toujours fait confiance. Donc ça, c'était vraiment super, quoi. Ça lui a pas fait peur parce que voir son enfant, qui n'est plus vraiment un enfant, mais qui est un jeune homme, s'orienter vers une voie au contact d'être mort toute la journée, ça peut être peut-être un petit peu inquiétant. Je sais pas si elle s'est posé des questions. Elle m'a juste dit ok, fais ce que tu veux, et à moi de me débrouiller.
faut bien dire que c'était début des années 2000, donc Internet n'existait pas vraiment. Il y avait un seul site Internet. Les infos étaient vraiment très, très pauvres sur le sujet. Et donc, tu es parti dans une formation pour devenir thanatopracteur, c'est-à-dire embaumeur. Exactement. D'accord. Et pendant cette formation, ça t'a conforté, ta formation t'a conforté dans le fait que c'était ta voie. Oui, clairement. Et puis, je pense que la vie, c'est aussi les rencontres. Il faut bien expliquer que mon professeur d'embaumement qui m'a vraiment donné les bases était un personnage assez atypique, haut en couleur, un vieux monsieur de plus ou moins 80 ans qui donnait cours chez lui et qui avait eu tout un passé d'embaumeur. Et donc, il avait planté un décor où, en plus de nous transmettre le métier d'embaumeur, moi, il m'a vraiment transmis la passion pour l'embaumement. Et ça, c'est le plus important. On le comprend dans ton livre, puisque tu dis, tu as 23 ans à ce moment-là, tu es en formation. Et tu dis, je te cite, « Ce jour-là, les mains dans les viscères de ce jeune homme de 23 ans, donc du même âge que toi, je me suis sentie convaincue d'être exactement où je devais être. » C'est assez peu commun quand même. Oui, mais après, on n'arrive pas là comme ça. Avant ça, on a quand même pas mal de théories. On est impatient de mettre en pratique. Et ce qui est vraiment, ce qui conforte dans cela, c'est déjà le travail en tant que tel, et puis la transformation. Donc, lorsque l'on voit le résultat final, il n'y a pas de doute. Je savais que j'étais au bon endroit. Alors, le résultat final, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de rendre beau, visible, reconnaissable un corps? Oui, on va dire visible, reconnaissable, beau. Ça, c'est très subjectif. Si la personne n'était pas belle du vivant, on va pas la rendre belle post-mortem. La famille ne la reconnaîtrait pas. Mais l'idée est là, c'est de la rendre présentable et fidèle à ce qu'elle était du vivant. Parce que tu pars du principe que pour pouvoir faire son deuil, il faut voir le corps. Oui, je pars de ce principe-là, appuyé sur quand même des études. Donc, en psychologie, notamment le deuil, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est le déni. C'est on ne veut pas croire. Et donc, quoi de mieux que de le voir pour le croire? Je crois que c'est un adage assez vieux. Donc, donc nous, on permet justement de montrer de manière correcte, dans de bonnes conditions, un défunt. Parce que voir à tout prix, oui, mais malgré tout dans des bonnes conditions. Tu cites d'ailleurs comme exemple les mémoires du prince William, où ce dernier indique qu'il n'a pas cru à la mort de sa mère tant qu'il n'a pas vu les photos. Oui, et qu'il a pensé pendant des années qu'elle était partie se cacher quelque part. Exactement, donc c'est, je pense, le plus bel exemple du déni. Et je pense qu'il avait des raisons de le croire, tout comme Ben Laden, on ne l'a pas vu mort, donc les gens imaginent qu'il est toujours vivant. Chose qu'on n'a pas pour Saddam Hussein, qui a été clairement exposé, ou Kadhafi. Donc vraiment, dans des exemples un peu extrêmes, on se rend bien compte que voir est nécessaire. Donc toi, tu travailles pour les vivants, c'est-à-dire que tu permets la présentation d'un corps aux vivants, et donc tu les aides à faire leur deuil. C'est clairement ça. C'est ce qui te différencie, si j'ai bien compris dans ce que tu expliques dans ton livre, d'un médecin légiste qui, lui, va plus travailler pour le mort, comme tu l'indiques. Oui, pour le mort. En tout cas, le médecin légiste, lui, il regarde en arrière. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du décès et le moment où le corps est sur sa table. Nous, en ayant toujours une réponse pour les vivants, au final, souvent c'est rassurer les vivants, rendre justice, savoir de quoi il est mort. Ça rassure aussi les familles, parce qu'il n'y a pas que les autopsies médico-légales, il y a aussi des autopsies cliniques où la famille veut savoir exactement de quelle pathologie il est décédé. Et par contre, nous, c'est vrai que on a le corps à un instant T, et nous, on est tourné vers l'avenir. Ce qui nous intéresse, c'est la conservation et une belle présentation pour les vivants, pour la famille, les gens qui entourent le défunt. Alors, tu parles de conservation. On ne sait pas véritablement ce qu'est un embaumement. En réalité, un corps, une fois que la vie l'a quitté, pourrait assez rapidement. Oui, donc on parle de quelques jours, vraiment, sans moyenne conservation, en 24-48 heures, il peut déjà y avoir des effets. Et donc l'objectif, c'est vraiment une conservation temporaire. C'est bien ça dont il faut insister, c'est qu'on ne veut pas conserver le corps ad vitam aeternam, mais juste pour la période d'exposition. Donc... Oui, parce que vous ne pouvez pas non plus trop conserver le corps, puisqu'il y a une question de turnover. Oui, dans les cimetières. Donc là, il faut peut-être faire une petite aparté sur la France et la Belgique. Donc en Belgique, c'est vraiment thanatopracteur. En France, pardon, c'est vraiment thanatopracteur, très réglementé. En Belgique, c'est un petit peu moins réglementé, mais il y a quand même cette notion de temporaire qui est vraiment omniprésente. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais toi, tu es thanatopracteur en Belgique. Exactement. Donc chez nous en France,
On n'a pas les mêmes exigences en termes de durée, c'est ça? Si, vous avez les mêmes exigences, mais c'est beaucoup plus réglementé. D'accord. Et donc, d'ailleurs, même le terme embaumeur, embaumement en France est très peu utilisé parce qu'il fait un peu trop référence à l'embaumement égyptien et l'éviscération. Et donc, dans les années 60, je pense, le mot thanatopracteur, thanatopraxie a été inventé pour bien se distinguer de l'embaumement égyptien. Alors, l'embaumement, justement, la thanatopraxie, c'est le fait de réhydrater le corps, le repulper et permettre sa conservation, c'est ça? Dans les grandes lignes, c'est Notamment. ça. Donc, c'est injecter un liquide qui conserve et qui, en même temps, va repulper. On parle toujours de formol, de formaldéhyde, mais en réalité, on a 1,5%, 1% de formol. Donc, on injecte surtout de l'eau. Et c'est cette eau-là qui vient vraiment réhydrater les tissus, repulper et redonner une apparence antémortem, donc une apparence de vie, de sommeil. Alors, on y reviendra après, mais parfois, c'est beaucoup plus vaste et il s'agit de faire de la reconstruction, puisque parfois, tu te retrouves face à des corps véritablement en puzzle. Oui. Donc là, c'est encore différent. C'est une autre partie du job. C'est une autre partie. Mais théoriquement, c'est une méthode de conservation. Oui, temporaire. Temporaire, encore une fois. Oui. On insiste. D'accord. Alors, pour des raisons alimentaires, au tout début de ta carrière, tu es allé vers le métier de prosecteur. Oui. Donc, c'est de la chance au final, hein, parce que prosecteurs, il y en a très peu. Il y en a 1 ou 2 par université. C'est quoi un prosecteur? Donc, un prosecteur, c'est un préparateur anatomique. Donc, si on décompose le mot prosecteur, c'est celui qui coupe avant. Donc, c'est vraiment celui qui prépare pour les dissections. Et donc, j'étais responsable de la partie administrative du don de corps à la science et de préparer les corps lorsqu'ils arrivaient à l'université. Alors, très concrètement, tu es un très jeune homme. Et ton rôle, si je comprends bien, mais tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de faire exactement l'inverse en réalité de l'embaumement, c'est-à-dire qu'au lieu de rendre le corps beau, tu dois le rendre safe pour que les étudiants en médecine puissent étudier dessus, c'est ça? Safe et déshumanisé. Et déshumanisé, donc l'inverse. Exactement l'inverse, oui. Donc, mais ce que moi j'y trouvais d'intéressant, c'était la conservation pure. Parce que là, on n'était plus dans de la conservation temporaire, on était vraiment dans il faut conserver, il faut que ça tienne, et un peu coûte que coûte. Et donc ça m'avait énormément séduit, parce qu'on était vraiment dans la conservation pure. Alors, on ne se rend pas réellement compte, mais donc ça veut dire qu'on demande au très jeune homme que tu es à ce moment-là de couper une tête, par exemple, pour que les étudiants puissent travailler dessus. Oui, ça commence comme ça. Je reçois un email en me demandant « Pouvez-vous me préparer une tête avec une coupe sagittale médiane ?» Donc, c'est très précis, c'est anatomique. Et donc, tu coupes une tête. Voilà. Et mais comment, quel est ton, tu prends quoi pour couper une tête? On fait comment, quand on est un très jeune homme? Pardon, mais j'ai même du mal à formuler la question. On doit être un peu désarçonné. Oui, surtout que il n'y a pas d'école de préparateur anatomique. Moi, je suis arrivé, je remplaçais quelqu'un qui était malade depuis un petit bout de temps, ce qui fait que j'étais vraiment livré à moi-même. Donc, au début, tu le fais avec un bistouri, tu fais un petit peu comme il te semble, donc en étant entre les insertions des vertèbres. Et puis finalement, il y avait une scie à main, et je comprends que c'est quand même plus simple d'utiliser une scie, surtout que cette demande va être assez fréquente. Donc tu t'es mis à couper des têtes à la scie? Oui, comme beaucoup de gens dans les universités. Oui, c'est vrai que quand on ne côtoie pas ce monde, on a du mal à imaginer qu'on puisse couper des têtes puis après les faire bouillir. Oui, et clairement, déjà couper la tête, honnêtement, la première que j'ai coupée, je m'en souviens parce que c'est un petit peu anormal, un petit peu contre nature, et ça s'est fait dans la discrétion d'un laboratoire d'anatomie, il n'y a pas de fenêtre, tu es tout seul, mais en sortant du travail le soir, j'avais l'impression, entre guillemets, d'avoir changé et que ça se voyait et que les gens me jugeaient, parce que tu te dis, oui, t'as quand même fait quelque chose d'un petit peu bizarre, et je sais pas, j'avais le sentiment que le regard des gens que je croisais dans la rue était différent. Mais ça fait changer, non? Changer, je ne sais pas. En tout cas, on prend conscience de ce que l'on fait, et surtout et de ce que l'on est en tant qu'être humain. De ce que l'on est, c'est ça, et de l'acte. Et oui, et il faut faire ça malgré tout avec du respect. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est vite passé parce que c'est devenu quelque chose de vraiment quotidien. Alors, pour ceux qui ne savent pas concrètement, ce sont les têtes de qui? Des donateurs. Donc, on donne son corps à la science dans l'objectif qu'il devienne un objet d'étude pour éventuellement des étudiants. Et toi, tu étais en charge de
de préparer le corps? Ça peut être une tête, ça peut être une jambe. Donc c'est vraiment dans l'intérêt des études qui sont faites à certaines périodes dans les laboratoires. On te demande de préparer certaines parties de manière spécifique, de préparer les dissections et autres. Et ça a vraiment un grand intérêt pour la médecine. D'ailleurs, avant ça, je me rendais pas vraiment compte. Et le problème, c'est que la finalité, elle est très loin. On imagine un jeune étudiant qui vient faire ses études, fait ses premières dissections. Avant que son travail de dissection ait vraiment un impact sur un patient in vivo, ça va prendre des années. Et quand je reparle à des médecins qui ont fait leur dissection et autres, ils disent oui, effectivement, les dissections, c'était un passage utile parce que ça permet vraiment d'appréhender les structures, leur résistance. C'est pas comme dans un livre. Oui. Voilà, non, c'est pas comme dans un livre. Donc vraiment de manière générale. Et puis pour tout ce qui est spécifique, c'est parfois peut-être mieux de s'entraîner sur un corps donné à la science avant de s'entraîner sur une personne vivante ou Bien encore sûr. vivante. Donc tu vois de l'intérêt dans ton travail, mais pour autant, il ne te passionne pas parce qu'il est pas, la finalité n'est pas la même que celle que tu, c'est pas la même et trop éloigné, quoi. Donc, moi, j'avais vraiment besoin de voir une finalité. Et puis, j'ai été drillé pendant mes années d'études à préparer, à rendre beau les gens, à redonner cette belle mort, hein, ce qui veut dire, partir tranquillement dans son sommeil. C'est ça, dans notre société, avoir une belle mort. Et donc, en tant qu'embaumeur, on nous forme à replacer les gens dans cette position d'une personne qui dort paisiblement. Oui, donc très loin de la tête bouillie. Très, très loin, oui. Donc, effectivement, et c'est un classique en médecine légale et en université, donc de retirer les chairs. Les gens n'imaginent pas quand ils vont dans un laboratoire d'anatomie, ils voient des crânes. Ok, très bien, mais il faut bien que quelqu'un fasse. Ouais. Donc. Alors, si professionnellement tu n'es pas extrêmement épanoui à cette période, en revanche, personnellement, tu fais une rencontre très épanouissante et tu rencontres une femme avec laquelle tu projettes de faire ta vie. Exactement, donc une étudiante qui était aussi ma voisine et ce qui fait que je la voyais à l'université le matin et je la voyais dans la rue, donc tout naturellement. Étudiante en médecine. Elle était en biomédical, donc en faculté de médecine, mais pas en médecine. Donc vraiment, c'était tout ce qui était génétique et autres qui l'intéressait. Et donc, à force de la croiser dans un endroit et dans l'autre, on a covoituré. Et puis, elle a passé une soirée à la maison et elle est jamais repartie. Parfois, les choses se font simplement. Et donc, vous aviez des projets de vie ensemble? Oui, il faut bien dire que moi, l'université, je m'y plaisais plus des masses. J'avais vraiment envie d'autre chose. J'avais vraiment envie de redevenir un embaumeur aux premières. Aux premiers amours. Et en Belgique, ça paraissait très compliqué. Donc à cette époque-là, encore aujourd'hui d'ailleurs, la thanatopraxie était très très peu développée. J'avais déjà pris un registre de commerce complémentaire pour faire des soins dans les funérariums après journée, et ça ne marchait pas. Hein. Clairement, je pense qu'en 2008, j'en ai fait 4. En 2009, explosion, j'en ai fait 7. Donc, mais c'était pas suffisant pour en vivre et pour espérer faire quelque chose. Et donc, avec Justine, on avait le projet qui, après ses études, elle aille travailler en Angleterre où elle avait beaucoup plus de possibilités, et que moi aussi, je retourne travailler en Angleterre où j'avais fait mes études, vu que je suis diplômé d'une école anglaise. Donc, j'avais aussi toutes les facilités par là. Donc ça, c'était le projet de vie à court terme et qui me permettait de tenir bon à l'université. D'accord. Et là, il va y avoir ce très grand virage qui va bouleverser ta vie alors que Justine a 21 ans. Oui. Donc, il va y avoir cet événement qui va bouleverser ta vie. On est en 2007, Justine a 21 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la période des examens, on est en janvier, elle étudie tard, elle est très stressée, moi je dors de toute façon, elle étudie la nuit et elle me réveille de la nuit en me disant qu'elle a mal à la tête. Donc ça c'est le début, et elle n'est pas du genre à se plaindre, donc tout de suite je prends ça au sérieux, et j'ai à peine le temps de me lever, de paniquer un peu, hein, qu'elle s'écroule par terre, quoi. Donc ses jambes ne la tiennent plus. Et donc, j'appelle les secours, et là, c'est le début. On comprend qu'elle est en train de faire... on comprendra plus tard qu'elle a fait une rupture d'anévrisme. J'imagine que tu essayes de lui porter secours. Oui, avec les secours au téléphone. Et c'est une étudiante en période d'examen, donc je pense que
premier conseil, ça a été de voir si elle simulait quelque chose. Et je pense que ça a été tardivement diagnostiqué parce que c'est simplement une ambulance avec deux ambulanciers qui sont arrivés avant de vraiment appeler le SAMU et pouvoir prendre en charge ce qui venait d'arriver. Il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans ton livre, c'est que pendant tout ton livre, tu veilles véritablement à faire cette distinction entre la mort et les morts, comme si c'était une stratégie de ton cerveau pour mettre à distance justement le corps de ce qui s'est produit. Or, quand tu parles de Justine, et c'est très troublant à la lecture, c'est le seul moment du livre où justement cette distinction n'est pas faite. Tu expliques que tu te retrouves avec le corps de Justine dans les mains, dans les bras, et tu rentres très peu, tu ne la présentes pas du tout comme un corps, là où tu présentes absolument tout le monde, même ton propre père, comme des corps. Oui, et faut dire que ça a été assez traumatisant de la voir mourir, c'est-à-dire de voir son regard se vider. Et c'est ce qui, je pense, me le fait le plus de mal. Vraiment de voir ce regard se vider. Donc tu te retrouves avec Justine dans les bras, et la nuit qui suit, est-ce que, parce que là encore c'est pas indiqué dans le livre, tu ne dis pas si elle a bénéficié de soins d'embaumement, si c'est toi qui t'es occupé d'elle. Oui, je me suis occupé d'elle, simplement, et voilà, on a fait ce qu'il fallait. C'était un petit peu paradoxal de devoir appeler les pompes funèbres, un numéro que je faisais très régulièrement pour les dons de corps à la science. J'appelais les pompes funèbres et là je les appelle et je dis que c'est pour moi, entre guillemets, c'est pour Justine. C'est clair que les voir arriver, bon, déjà c'est rassurant, on les connaît, c'est des amis, mais les voir arriver pour un proche à toi, qui plus est la femme que tu aimes, c'est pas simple. Et alors la mort de Justine va être chez toi un véritable détonateur. Tu vas te dire qu'on n'a qu'une vie, qu'elle peut être courte, et tu vas décider que très progressivement, tu vas faire glisser ton activité de prosecteur vers ton activité d'embaumeur et tu vas partir faire une formation de reconstruction faciale que tu voulais faire déjà depuis longtemps. Oui, effectivement. Donc la reconstruction faciale, c'était vraiment... je vais pas dire si c'est l'élite, si c'est le summum, mais en tout cas, c'est la deuxième partie de la thanatopraxie où vraiment, ça demande vraiment une formation spécifique et plus de compétences. Et ça a toujours été compliqué d'y aller, ça ne s'y prêtait pas, puis c'était assez onéreux. Donc, parce que c'était pas en Belgique. Non, c'était aux États-Unis. Donc voilà. Mais clairement, après... Et qu'est-ce qu'on apprend dans une formation de reconstruction faciale ? On apprend à refaire des visages qui ont été abîmés, soit par un accident de la route, un suicide par arme à feu ou autre, vraiment tous les gros traumas qui ont lieu sur le visage, en tout cas. Et là, on utilise quoi ? De la cire, du maquillage ? Comment on fait pour reconstruire un visage ? Bon, on a différents matériaux utilisés, hein, donc clairement, on fait plus nos courses dans un magasin de bricolage que dans un magasin spécialisé du funéraire. Donc, le but est déjà de reconstruire la structure osseuse, donc vraiment avec des fils de fer et autres, une foreuse, on vient remettre les ossements ensemble, et puis on vient solidifier tout avec du plâtre. Ça, c'est la technique, on va dire, académique. D'accord, donc tu apprends ça, tu rentres en France, tu décides donc de faire glisser ton activité vers l'embaumement. Tu te mets à faire combien de corps par an ? Eh ben, ça a été assez exponentiel. Donc, et c'est ça justement qui me fait sourire, c'est que le téléphone a commencé à sonner juste après le décès de Justine. Et le premier coup de fil que j'ai eu, c'était pour une catastrophe qui avait eu lieu, donc une grosse catastrophe, un immeuble qui s'était effondré. Et on m'a appelé justement pour des questions de reconstruction faciale. Et c'est vraiment là que je me suis vraiment remis en question. Et à la suite de cet appel, le téléphone n'a plus jamais arrêté de sonner. Donc j'ai toujours eu un peu le sentiment que c'était Justine qui m'envoyait le travail de là-haut, quoi. Et ce côté vraiment, ça n'a plus arrêté, quoi. Donc je suis certain que c'est elle qui, comme il est dit dans le livre, glisse mon nom aux gens qui en ont besoin. Donc Et alors, donc, tu te mets à faire de la reconstruction faciale. Tu parles notamment d'un de tes tout premiers cas suite à un crash d'avion où tu dois refaire littéralement un visage, parce que c'est vrai que c'est difficile à imaginer, et tant mieux d'ailleurs. Les yeux sont plus dans leur globe. Oui, c'est
même en mettant des mots, je pense que les gens qui ne sont pas, on va dire, initiés ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas imaginer à quel point... je te confirme, c'est difficile de... Ouais, voilà, à quel point ça peut vraiment être abîmé. Donc, Et pardon, mais ça ne génère pas chez toi de rejet, de dégoût? Enfin, on parle d'un œil qui n'est plus dans son globe, c'est très effrayant. Non, c'est un problème à régler. Donc, oui, c'est un problème. C'est très terre à terre. C'est hyper pragmatique comme analyse. Mais, la reconstruction faciale, parfois les gens pensent que, je sais pas, on fait des impositions de main ou autre. Ça se reconstruit tout voilà, seul. il y a rien de magique. Il y a des règles à respecter. J'ai passé un mois aux États-Unis pour les apprendre. Et donc, quand tu arrives, tu regardes par où commencer et tu fais ton travail. Et donc, justement, je pense que le thanatopracteur, il se laisse pas attendrir par des situations parce qu'il a un œil technique. Donc tout de suite, il va regarder ce qui l'intéresse pour faire son travail. Et effectivement, l'œil, il est plus vraiment à sa place. Hein. C'est souvent des fractures du plancher orbitaire. Hein. Donc lorsque l'os qui soutient l'œil est cassé, l'œil a tendance à s'affaisser. Comment allons-nous reconstruire ce plancher orbitaire? Voilà les questions que l'on se pose. Donc on a toujours un œil technique qui nous permet de nous protéger aussi. Ça fait de la distance. L'objectif poursuivi est toujours le même, c'est de faire en sorte que ce corps qui n'est plus identifiable le soit pour les proches. Clairement, c'est que la famille puisse le revoir. D'autant plus que généralement, quand il y a un gros traumatisme comme celui-là, ça veut dire que la mort, elle est soudaine et inattendue. Et donc, c'est là vraiment que les gens ont encore plus besoin de voir pour le croire. Donc, on est très souvent appelé lorsqu'il y a une mort traumatique ou inattendue, comme une crise cardiaque simplement, ou encore une rupture d'anévrisme au final. Et alors là, on est en train de parler de la reconstruction faciale et des cas marquants, notamment donc de cette victime de crash. Mais tu parles aussi dans ton livre de beaucoup de cas marquants, pas forcément en reconstruction faciale, mais dont on ignore tout. Tu parles par exemple du tissu gaz. Qu'est-ce que c'est? Le tissu gaz, c'est le seul moment où on ne discute pas l'intervention d'un thanatopracteur. Donc c'est une bactérie qui se trouve dans la terre et lorsque les personnes ont un accident ou une chute ou un contact avec le sol ou des chirurgies aussi digestives, il y a plusieurs raisons d'avoir un tissu gaz. Cette bactérie vient vraiment migrer dans le corps et vient créer du gaz dans les tissus, ce qui a pour résultat que en une journée, le corps peut donner l'impression d'avoir 1 semaine, voire 2 semaines de décomposition, avec une odeur très forte. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qu'on peut avoir vu vivant la veille, le lendemain peut être complètement gonflé. Oui, et c'est beaucoup d'incompréhension pour les familles. Je donne toujours l'exemple du grand-père qui fait son potager le matin avant qu'il ne fasse trop chaud, une crise cardiaque. Toute bête, il tombe par terre et les pompes funèbres viennent le prendre en charge. On dit très bien, visite à 17h. Et à 17h, en fait, c'est pas possible parce que le corps est déjà extrêmement dégradé. Et vous pouvez faire quelque chose pour arrêter ça? Oui, on peut intervenir. C'est pas toujours garanti qu'on les représente, ou en tout cas, on peut toujours essayer. Et on arrive parfois à avoir quand même des résultats. Plus il sera pris en charge tôt, meilleur on aura des résultats. Parce que tu donnes l'exemple dans ton livre donc d'une victime de tissu gaz qui, en 24 heures, déborde de son cercueil. Oui. Et en fait, coule de partout. Exactement. Donc, elle est bloquée dans son cercueil. Oui, c'est une personne assez corpulente. Hein, donc, mon patron de l'époque n'avait pas envie de la sortir, mais il y avait toujours l'idée qu'il suffit de fermer le couvercle et il n'y a plus de problème. Non. Et là, justement, on m'appelle parfois parce que les couvercles se sont un petit peu soulevés. Oui. Donc, pour rester c'est-à-dire que le corps a tellement gonflé que le couvercle saute. Exactement. Vu qu'il y a du gaz qui se met vraiment partout, le corps prend vraiment du volume. Et donc, plus il est corpulent, plus il va être proche du cercueil. Et donc là, on nous appelle souvent d'urgence pour régler ce problème qui est effectivement très peu connu du grand public. Mais c'est assez peu commun. Peu commun, mais quand même courant. Bon? Plus que l'on ne pense. J'ai difficile à vraiment donner des chiffres parce qu'en général, quand il y en a un, on nous appelle. Donc, on a le sentiment d'en faire beaucoup. Mais parce que d'office, on nous appelle pour cela. Donc, surtout l'été, quand les gens sont dehors. Et tu parles aussi des morts isolées qui sont également répandues, enfin que tu vois en tout cas au quotidien. Donc ces personnes qui sont assez isolées et finalement vont rester mortes 1 journée, 2 jours, 3 jours avant d'être trouvées, et parfois leurs animaux de compagnie s'en prennent à eux.
et il s'agit de les reconstruire. Oui, c'est quand même un classique. Alors on les reconstruit pas toujours parce que justement si ces personnes sont isolées, oui, pas grand monde veut les revoir. Hein. Il y a souvent un désintérêt, mais effectivement ça arrive que les animaux de compagnie, les chiens, les chats s'en prennent à leur maître. Ouais. Parce qu'ils sont restés là quelques jours avant qu'on les trouve. Visiblement, oui. Je connais pas trop les raisons, si c'est la faim ou une autre raison d'un chat qui aurait un contentieux avec son maître, mais méfiez-vous de votre chat. Oui, n'est-ce pas? Et alors, justement, on en vient aux odeurs, puisqu'on parle des quelques jours d'attente. Tu expliques que parfois, tu as le sentiment, lorsque tu rentres chez toi, d'être imprégné de l'odeur des morts. Oui, surtout après un tissu gaz. Donc ça, c'est clair que ça sent une odeur particulière. Oui, ça sent très fort. Hein. Donc c'est des odeurs un peu soufrées, sulfurées. Donc, ça sent pas bon. Donc, mais vraiment, c'est des odeurs assez tenaces. Et le problème, c'est que nous, à un moment donné, notre nez, il est complètement saturé, donc on ne le sent plus. C'est un peu comme lorsque tu mets du parfum le matin, à midi, ça sent sans doute toujours, mais toi, tu ne le sens plus. Oui, mais c'est différent. c'est plus agréable, normalement. Oui. Mais pour nous, c'est un peu le même. On est dedans, donc on ne le sent plus. Et tu rentres chez toi tranquille, et c'est ton entourage qui te dit, s'il te plaît, change-toi. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est textile. Hein. Mais c'est vrai que dans mes études en Angleterre, les embaumements sont faits après 2 semaines de décès. Donc les Anglais sont très très lents au niveau des funérailles. Hein. Ça prend vite 3 semaines à 1 mois pour faire des funérailles. C'est comme ça. Et les soins se font après une dizaine de jours. Et j'ai le souvenir donc, les odeurs sont... dans mes tout débuts d'une dame autopsiée, où lorsqu'on était en train de travailler dans ses viscères, hein, pour faire court, il y avait une odeur assez forte. Et puis quand on est allé aux toilettes le soir, on se dit mais c'est pas notre odeur, ça, c'est l'odeur de la journée. C'est-à-dire que c'était imprégné de l'odeur. Quand on l'a respiré, finalement, c'était vraiment en nous. C'est pas très glamour, hein, mais c'est même devenu assez rare. Je pense que c'était une des rares fois où l'odeur était vraiment extrême. Donc finalement, t'es jamais dérangé au quotidien par les odeurs nauséabondes, parce que c'est rien à côté de ce que tu... Je pense que c'est pas pire qu'une maman qui doit changer les couches de son enfant. Hein. Honnêtement, il y a de quoi faire aussi. Elle l'aime. J'aime mes défunts, j'aime mon travail, mais oui, par amour, on peut faire beaucoup de choses, visiblement. Et alors justement, tu expliques, et c'est assez peu surprenant finalement, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, que ça a même que ces odeurs, donc ce métier, ce quotidien, a un impact sur la manière dont tu t'alimentes. Oui, en tout cas que je ne m'alimente pas. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le gibier, les viandes fortes, et avec les viandes pas cuites. À cause de l'odeur, hein. Ouais, vraiment. Même si l'odeur animale et l'odeur humaine sont complètement différentes. Hein. Moi, tu me mets un humain, un animal qui se décompose, je te ferai la distinction les yeux fermés, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu manges ça, ou parfois certains abats, je t'avoue que de la cervelle, j'ai vraiment beaucoup de mal à manger ça. Hein. Et tu dis par exemple qu'il faut que ta viande soit très cuite. Ah, moi j'aime bien cuit, hein, clairement saignant ou pire encore. Ça rappelle le travail. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai vu il y a quelque temps encore, on m'a servi une carbonade, et donc tu sais que les cubes de viande, et tu vois il y a des petits vaisseaux qui dépassent. Ouais, ça c'est impossible pour toi. C'est mon travail, quoi. Normalement je les intube, donc oui, et puis surtout que ce côté élastique et autres, je suis pas prêt de devenir végétarien, hein, mais je suis plus viande blanche. Et tu racontes très bien dans ton livre qu'il y a un impact social, puisqu'à chaque fois que tu dis que tu es embaumeur, on te pose systématiquement les mêmes questions. Il y a une espèce de fascination. Oui, clairement, quand tu invites à un repas et que les gens ne te connaissent pas, tout de suite, tu monopolises. Ça devient même un peu gênant à la fin. Hein, donc, mais je crois que c'est cet intérêt que les vivants ont pour les morts. Le même exemple, c'est lorsqu'il y a un accident sur l'autoroute, les gens ralentissent pour regarder. Tout à fait, il y a une curiosité. Il y a une curiosité, et cette curiosité-là, je pense qu'elle est totalement humaine. Hein. C'est pour se rappeler que l'on est mortel, justement. Donc la mort, on ne connaît pas. Ça a été la base de toutes les questions de philosophie. Hein, d'où venons-nous et où allons-nous Parce que c'est vrai que on n'est pas censé en revenir. On n'est pas censé en revenir. Après, d'autres ont d'autres croyances, mais clairement, après, ça fait des milliers d'années qu'on s'interroge sur ça, et que la mort fascine autant qu'elle fait peur. Autant qu'aujourd'hui,
Dans notre société, on a tendance à la cacher. Elle est très occultée, notamment par la médecine, qui nous a vendu la vie éternelle. Et donc, mourir dans un hôpital, c'est un échec de la médecine. Et donc, les morgues sont toujours très en sous-sol, sont très cachées. On fait ça de manière Oui, tu dis que les morgues sont toujours à côté des portes des poubelles dans les hôpitaux. Ah ben, les pompes funèbres, quand on cherche une morgue, on cherche fournisseur, poubelle, sortie, cuisine. C'est toujours à l'arrière. C'est toujours un petit peu une espèce de partie honteuse. Et ça, c'est très différent de ce qui se faisait avant vraiment l'arrivée des hôpitaux et on va dire des fins de vie un peu assistées. C'est-à-dire qu'avant, la mort était un phénomène de quartier. Les gens mouraient chez eux, la famille portait le noir. Oui, alors qu'aujourd'hui, il y a un déni de la finitude. Un déni, et puis surtout, elle est cachée. Donc les gens ne la voient plus au quotidien. Donc on pourrait presque croire qu'elle n'existe plus. En tout cas, on fait tout pour la repousser, en effet. On n'y pense pas, en tout cas. Et alors, qu'est-ce qu'on te pose comme question, justement, puisque tu dis qu'il y a toujours les mêmes questions, et tu parles, notamment, tu cites la question qui revient visiblement le plus, est-ce qu'on a la bouche ouverte quand on est mort ? Bah oui, mourir la bouche ouverte, c'est un réflexe de survie lorsque l'on est inconscient d'avoir la bouche ouverte, donc ça nécessite un effort de la refermer, donc c'est l'évolution qui a fait ça. Donc systématiquement, vous fermez les bouches, comment vous faites ? Donc, techniquement, oui, on doit fermer la bouche. Donc, ça se fait par une petite ligature avec un fil. Tout se fait par l'intérieur. On ne voit rien. C'est très discret. C'est-à-dire qu'on a les lèvres cousues. C'est pas les lèvres. Donc, on vient vraiment rechercher plutôt au niveau de la mandibule. Donc, on ne coupe pas les lèvres. On vient vraiment essayer de caler, si j'ose dire, la mandibule avec un petit fil et caler de manière harmonieuse. Il ne faut pas serrer les dents. Donc, c'est tout un travail. Pour moi, il faut avoir un visage paisible. Voilà. Après 20 ans, pour moi, fermer une bouche, ça reste quand même toujours le truc le plus compliqué pour que ce soit fait de manière harmonieuse, paisible, avec une expression un peu neutre malgré tout. Moi, j'insiste beaucoup sur ça lorsque je ferme une bouche, c'est d'avoir une expression neutre pour peut-être quand même toujours commencer une transition vers le fait de la personne est encore là, mais elle n'est plus là. Et parce que parfois on me dit il avait toujours un petit sourire. Ben oui, mais sourire c'est quelque chose de vivant, ça nécessite un effort musculaire de sourire. Donc moi j'aime bien que les défunts aient une expression assez neutre. Et alors c'est le seul orifice que vous fermez ? Oui, on obstrue d'autres, mais réellement fermé c'est le seul, oui. C'est-à-dire que le nez vous le bouchez ? On met un petit peu de coton dedans, donc. D'accord, parce que naturellement, il va y avoir un phénomène de rejet, c'est ça ? Techniquement, après un embaumement, non, mais c'est un petit peu des habitudes et autres. Et puis, c'est l'idée d'avoir une enveloppe fermée. D'accord. C'est vraiment l'idée générale. D'accord, donc ça, c'est d'un point de vue social. C'est-à-dire quand tu te présentes, tu dis que tu es embaumeur, on te pose plein de questions de cet ordre-là. On te demande si tu as déjà vu un mort pas mort. Oui, c'est rare, hein. Moi, ça m'est pas encore arrivé. Donc, en tout cas, Tant mieux. Oui, mais dans nos régions, je pense qu'avec la médecine que l'on a, y a pas de souci. Lorsqu'on parle de morts qui se sont réveillés, c'est toujours dans des pays lointains où, à mon avis, la médecine n'est peut-être pas très performante. Donc, tu parles de l'impact social, mais tu parles pas de l'impact amoureux. C'est-à-dire que on se dit que quand on tente de séduire une femme, dire bonjour, je suis embaumeur, c'est peut-être une approche un petit peu plus difficile que bonjour, je suis pianiste. Je sais pas. Les pianistes ont encore la cote aujourd'hui. En tout cas, j'ai eu beaucoup de succès avec les gothiques, mais la philosophie n'était pas la même. Alors ma question, c'est plus est-ce qu'on sort avec des femmes qui sont totalement étrangères à ce secteur ? Oui et non. Donc, je pense que le problème du secteur funéraire, c'est que c'est un secteur qui nous isole un peu parce que on en a toujours marre de devoir s'expliquer, justifier de pourquoi on fait ce métier. La flexibilité des horaires fait que on perd beaucoup d'amis parce qu'ils nous invitent et finalement on a un décès, on doit partir, on ne vient pas. Ouais. Ce qui fait que tout doucement, notre secteur, moi, en tout cas, mon cercle d'amis, il n'est pas exclusivement, mais en tout cas fortement concentré de personnes du funéraire. Oui, parce que la mort prend pas de vacances. Voilà. Et effectivement, le secteur funéraire s'est extrêmement féminisé ces 20 dernières années. Hein. Et donc alors, tu as construit ta vie, tu as eu un enfant ? Et donc, oui, donc j'ai rencontré une jeune thanato française avec qui j'ai eu un petit bout d'histoire et notamment une fille. Et alors, donc, ta fille, ses deux parents sont thanatos ? Et oui. Donc, dans son éducation, la mort a toujours été présente. Alors, en tout cas, c'est pas un tabou. C'est pas un tabou, mais justement, est-ce la mort qui était présente ou les personnes décédées ?
Et ça, c'est toujours un peu cette même dichotomie, parce que lorsqu'elle a perdu ses grands-parents ou autres, ça a été dur pour elle, perdre quelqu'un qu'elle connaissait. Mais par contre, venir travailler avec moi, elle vient voir. C'est-à-dire elle peut être au contact d'un mort. Ah, tout à fait, clairement. Hein. À 6 ans, elle me demandait pour me donner de l'aide. Et donc, je lui donnais un peigne, et elle prenait des gants trop grands pour elle, et elle peignait les cheveux. Et c'était presque un jeu pour elle, c'était normal. C'est-à-dire qu'à 6 ans, là où les petites filles jouent avec des poupées, ça dure 5 minutes, hein. C'est pour faire comme papa. Après, elle a mieux à faire. Mais en tout cas, ça lui faisait pas peur. Non. Mais en même temps, avec sa maman, quand elle était toute petite, quand elle avait quelques mois, parfois on devait aller travailler, donc on la mettait dans le maxi-cosy, on la laissait bien à l'écart des produits chimiques et autres, et on faisait notre travail. Donc c'était pas hyper fréquent, mais je veux dire, elle n'est pas arrivée à un moment donné, dans genre à 3-4 ans, à voir des morts. Ça a vraiment fait partie d'elle. Elle nous a toujours accompagnés, passé dans les funérariums, elle les a toujours vus, et elle a jamais fait de cauchemar. Oui, finalement, elle en a moins peur que les autres enfants. Voilà, on n'a absolument pas peur, c'est tout à fait normal. Et encore aujourd'hui, quand il y a des choses qui sont un petit peu, on va dire, extrêmes, il y a encore 1 mois d'ici, elle m'a accompagné parce qu'elle était avec moi, et il n'y avait pas trop le choix. Donc elle est venue avec moi, et puis elle va un peu plus loin colorier dans les bureaux des conseillers, mais elle est venue voir des corps en état de décomposition, hein, clairement. Hein. Et puis quelques heures plus tard, quand j'ai eu fini, elle est revenue voir. Donc j'ai une espèce de contrôle qualité. Donc depuis toute petite, c'est oui, ça va, papa, il est beau. Hein, puis oui, enfin bon, mais bon. Hein, et elle a quel âge aujourd'hui? Elle va avoir 11 ans. D'accord. Et donc, à 11 ans, elle voit le corps avant ton intervention, le corps après, ça ne génère pas de... D'autant plus si elle a entendu qu'il y avait des asticots sur le corps, elle veut venir voir. Et je pars du principe que vaut peut-être mieux qu'elle vienne voir pendant 30 secondes, parce que, voilà, c'est pas très intéressant, et puis elle s'en va faire sa vie, que si je ne lui montre pas, elle va m'embêter pendant 1 heure, pour voir, alors qu'au final, oui, elle a vu, ok, c'est bon. Ça lui paraît tout à fait normal, et tu vois, par exemple, les asticots sur le corps, c'est quelque chose... Aujourd'hui, on vit dans des pays civilisés, et tout est ultra médicalisé, comme tu l'as expliqué, et on a l'impression que l'hygiène est présente. Alors, pour nous, c'est pas facilement concevable que sur un corps il puisse y avoir des asticots. On pense pas à ça, on l'envisage pas chez nous, alors qu'en fait, oui, ça arrive. Oui, tout est aseptisé, mais lorsqu'on retrouve une personne chez elle, isolée après plusieurs jours, fatalement, ça arrive très vite. Le corps s'est décomposé. Oui. Et tu parles aussi alors sans parler de ces corps qui ont attendu, tu parles aussi parfois de certaines autopsies qui sont faites à la va-vite. Oui. Et avec des organes dans un sac et puis des corps en puzzle. Oui. Les organes dans un sac, ça, au final, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. Pour nous, on est contents. Mais effectivement, qui sont peut-être un petit peu trop coupés. Mais ça, c'est un problème de communication qui, en Belgique, est en train de vraiment s'estomper, parce qu'on a des très bons contacts avec les légistes depuis quelques années. Mais vraiment, les légistes n'avaient pas conscience que l'on existait, que l'on était là, et qu'après leur passage, il y avait encore quelqu'un qui allait essayer de rendre présentable la personne. Et après une autopsie, c'est quand même nécessaire, hein, franchement. Et donc, nous, ce qu'on leur demandait principalement, c'était de pas couper trop haut, de bien respecter les lignes académiques, je vais dire ça comme ça, de coupe, pour que ce soit complètement dissimulable pour la famille. C'est toujours pour la famille, in fine. Et puis de pas laisser dans les corps des blouses. Oui, des blouses, des instruments. Faut bien dire que nous, on réouvre les corps qui ont été autopsiés. Et on doit sortir les viscères pour les traiter, et je les sors toujours du bout des doigts, parce qu'on peut trouver des lames, des aiguilles, des pinces, ou voir des déchets, effectivement. Donc ça dépend toujours un petit peu du type d'autopsie, mais effectivement, après des autopsies cliniques, ils peuvent garder des organes pour des études, et ils comblent l'espace avec ce qu'ils trouvent, et parfois... je suis assez choqué de voir ce qu'ils mettent. La mort frappe tout le monde, et tu as à t'occuper aussi bien des anonymes que parfois de célébrités, même
de membres de la famille royale. Oui, effectivement, j'ai eu l'honneur d'être appelé pour m'occuper de la reine Fabiola qui est décédée il y a une bonne dizaine d'années. Donc, ça a été une grosse pression, j'imagine. Oui, alors ça fait toujours sourire, mais en tout cas, tous les Belges comprendront ce que je vais dire. Moi, la pression, elle est retombée quand on m'a dit que son coiffeur serait là. D'accord. Parce qu'elle avait une coiffure iconique et la pression, elle était vraiment là, je pense, plus sur le coiffeur que... Oui, parce qu'on attend finalement d'une célébrité même morte, qu'elle soit plus, entre guillemets, présentable ou en tout cas reconnaissable qu'un anonyme. C'est-à-dire que l'attente envers toi, ton travail, doit être plus importante? Non, pour moi, c'est la même que pour n'importe qui. Parce que ce soit pour une célébrité ou pour la mère d'un enfant, je veux dire, la personne est importante pour tout le monde. Donc, on fera notre travail de la même manière pour tout le monde pour qu'ils puissent le voir, que la personne soit correctement faite, présentée et reconnaissable. Par contre, lorsqu'on travaille sur des célébrités, ou en tout cas, là, c'est pas le fait que ce soit une célébrité, c'est le fait que la reine Fabiola a changé 3 fois d'endroit et a été présentée à tout le pays. Hein. Donc, il y a eu des milliers de personnes qui ont défilé pendant 2 jours de manière continue devant son cercueil. Donc, ça met d'autres critères techniques qui fait qu'on doit pas se louper techniquement parce que elle va avoir une petite promenade, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a un long parcours qui lui attend. Hein. Tu as été amené à embaumer des célébrités. Comme on l'a dit, tu as même embaumé un membre de la famille royale. Tu as également embaumé certains de tes proches, ton papa. Oui. Mais est-ce que tu as réfléchi à ton propre embaumement, c'est-à-dire ta mort? Qui va s'occuper de toi? Est-ce que tu as envie qu'on s'occupe de toi? Alors, clairement, je peux pas prôner l'embaumement toute ma vie et puis au moment voulu dire non, je n'en veux pas. Donc, clairement, ça me ferait plaisir d'être embaumé. Oui, enfin. Alors, qui? Je ne sais pas, parce que j'espère avoir encore même quelques années devant moi. Donc, peut-être que la personne qui m'embaumera n'est pas encore née. Je me le souhaite, honnêtement. Toi, par exemple, tu as embaumé ton formateur. J'ai embaumé ton mentor. Mon mentor, oui, effectivement. Hein. Donc, c'était... ça me paraissait... Enfin, j'étais content de le faire, en fait. Hein. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un honneur de pouvoir embaumer la personne qui m'a formé, qui m'a transmis le métier et la passion du métier, et avec qui j'avais quand même une relation assez amicale, un peu grand-père, petit-fils. Surtout donc, que tu expliques dans le livre qu'il a eu un embaumement un peu particulier. Monsieur Largefeuille était très connu pour aimer le whisky, plus que l'eau. Donc tous mes confrères, tous les embaumeurs qui l'ont connu, lui ont toujours dit: oh, toi, quand tu mourras, faudra mettre un petit peu de whisky, sinon il y aura une réaction avec l'eau. Hein, donc effectivement, ça m'a paru tout à fait normal de mettre un Lagavulin à 16 ans d'âge, qui était son préféré et mon préféré aussi au final, dans le fluide d'embaumement. Et le Lagavulin, c'est un whisky très tourbé, comme ça, qui a une odeur un peu fumée. Et c'est marrant, mais ça sentait partout dans la salle, cette odeur-là. Donc, c'était vraiment très, très plaisant. Donc, c'était vraiment une petite blague, entre guillemets. Mais Et toi, quand tu réfléchis à ton embaumement, il n'est pas question de whisky? Non. Je sais pas ce qu'il faudrait mettre, peut-être des légumes, je ne sais pas, mais enfin, des choses que je n'ai jamais mangées ou autre, pour qu'une fois j'en ai eu. Mais Tu sois surpris? Oui, non, je sais pas, non, mais honnêtement, j'ai vraiment un gros détachement en ce qui concerne ma propre mort. Pour moi, il y a vraiment une distinction entre la matière et l'esprit. Et effectivement, je crois que mon corps sera nécessaire pour mes proches faire leur travail de deuil, mais je pense que moi je serai ailleurs, donc je m'en fous un petit peu. T'as pas d'attente particulière? J'ai pas spécialement d'attente. Moi, je voudrais juste être crématisé. C'est ma seule attente réelle. Et de même mes cendres, je m'en fous complètement. J'ai pas envie d'être une charge pour ma famille. Donc c'est à eux de voir ce qu'ils veulent en faire. Voilà, j'ai pas vraiment de problème avec ça. J'ai pas de problème avec la mort. La seule chose qui m'inquiète, c'est laisser les vivants. C'est la seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est que fera ma fille si je ne suis plus là? Est-ce qu'elle aura encore besoin de moi ou autre? Je crois que c'est plus la peur de faire mal aux gens qui t'aiment que réellement de mourir. Et alors justement, tu parles de la mère d'un enfant, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. Tu as eu à t'occuper d'enfants, toi qui es toi-même père. Oui. Tu as eu à embaumer des enfants. Oui, d'ailleurs, ça devient même un petit peu une spécialité, hein, donc ce que on appelle l'embaumement pédiatrique. Hein, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, et malheureusement, on ne fait bien les choses que si on les fait souvent. Donc, je ne dois pas dire que j'ai la chance d'en faire souvent, mais en tout cas, mon métier fait que j'en fais régulièrement. Et après. Et donc,
quand on est appelé pour ça, on a une certaine habitude et je dis pas qu'on peut garantir un résultat parce que on peut jamais rien garantir, mais en tout cas, on a une certaine habitude et une certaine dextérité pour les très jeunes enfants. Et les attentes sont différentes, les besoins sont différents, les méthodes sont différentes? Les méthodes sont un peu différentes, mais c'est du technique, je vais pas vraiment rentrer dedans. Mais les attentes, c'est que, en tout cas, jusqu'à 1 an et demi facilement, une mère voudra toujours avoir son enfant dans les bras. Et donc, on doit bien prendre ça en compte. Et d'ailleurs, je recommanderais que tous les enfants soient traités, si j'ose dire, et des soins, parce que justement, comme une maman va prendre l'enfant dans ses bras, va peut-être vouloir le changer, lui changer ses vêtements ou autre, c'est pas juste laisser tranquillement dans un cercueil. Donc, comme il va y avoir un peu de manipulation, là, je crois que les soins sont vraiment recommandés, et donc fatalement, ça va nécessiter pour nous d'adapter un petit peu nos techniques. D'accord, mais ça doit être en tant que papa, notamment. Même en tant qu'être humain, mais en tant que papa, ça doit être nécessairement très éprouvant. Clairement. Enfin, je veux dire, d'abord, on a un œil technique, parce que c'est un problème technique à régler, encore une fois, et d'autant plus que c'est tellement particulier, c'est tellement délicat, tout est plus petit, tout est plus fin, tout est plus fragile. Il y a vraiment d'abord la pression technique, et puis c'est vrai que lorsqu'on a fini, qu'on retrouve une petite fille, j'ai vraiment le souvenir d'une petite fille qui avait des longs cheveux blonds que j'ai dû démêler pendant un temps fou. Ça me faisait penser à ma fille qui avait des cheveux toute son enfance extrêmement longs. Je suis devenu un spécialiste des tresses d'ailleurs. Donc, et voilà, et fatalement, quand t'as fini ça, sachant que tu travailles souvent seul, avec pas grand monde alentour de toi, et que tu te mets une petite pression du résultat final, tu relâches la pression et tu dis je voudrais entendre ma fille, ça me ferait plaisir de l'entendre. Et alors, si tu devais garder une anecdote, parce que tu parles, on n'a pas le temps d'évoquer évidemment tous les cas que tu cites dans ton livre, qui est un livre qui, encore une fois, n'est pas du tout austère, c'est même surprenant. Mais tu parles des jumpers, on n'en a pas parlé, qui sont des puzzles, parce que les jumpers, ce sont les personnes qui se suicident, soit d'un pont, soit d'un immeuble, mais en tout cas qu'il faut reconstituer, parce que plus rien n'est aligné. Si toi, il y avait un cas peut-être qui a particulièrement marqué ta carrière, lequel ça serait? Je sais pas. Je crois qu'il y a les cas techniques, fatalement, où il y a la performance, j'ai envie de dire technique, où on est très content de nous, du résultat. Mais je crois vraiment que les cas qui m'ont peut-être le plus marqué, c'est où il y a des petites rencontres avec la famille, et c'est une histoire la plus mignonne, et c'est celle d'une dame centenaire, je pense, qui décède, et on m'appelle pour m'en occuper. Je crois que ce sont ces petites filles qui sont là, et en gros, je vois les vêtements, et la petite fille me dit « Oui, je sais, c'est un peu particulier, mais elle voulait être sexy pour retrouver son mari. » Et là, en fait, j'avais une nuisette. Un truc très très sexy à enfiler à cette dame, et justement c'est un peu moi l'image et l'anecdote que j'aime dans ce métier, c'est que on imagine toujours quelque chose de très glauque et autre, mais en fait là c'est énormément d'amour, et c'est ça qui est beau. On me dit travailler avec des morts, travailler avec la mort tout le temps, mais je travaille surtout pour les vivants, et c'est surtout dans ces moments-là que tu vois des gestes d'amour que l'on ne verrait peut-être même pas entre personnes vivantes. C'est pour ça que le titre de ton livre, le sous-titre « Quand la mort se fait belle », fait sens. Oui, clairement. C'est vraiment ça. Et c'est encore une fois un livre qui parle peut-être plus de la vie que de la mort. Il vient de sortir ? Oui, il y a quelques semaines. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu te mets à présenter ton métier dans les médias. J'imagine que tu dois avoir des questions. J'ai eu mon lot de questions bizarres, mais j'imagine que tu dois en avoir d'autres, j'imagine. Oui. Mais ça ne te pose pas de problème d'ouvrir la porte justement de cette voie un petit peu, pas secrète, mais très privée quand même. C'est un milieu très fermé quand même. Oui, c'est un milieu fermé, mais et justement, et encore plus en Belgique, le milieu est tellement fermé, on est tellement discret. Parce que vous voyez même pas les familles en réalité. Moi, j'aime l'image du restaurant. Nous, on a un petit peu le chef en cuisine. On prépare en cuisine, on envoie en salle. Notre travail sera le centre des attentions, mais personne ne nous voit, même parfois personne n'imagine que l'on est passé. Et j'aime beaucoup cette discrétion dans ce métier.
mais aujourd'hui, à force d'être trop discret en Belgique, ça nous est presque préjudiciable. Pourquoi? Parce que n'importe qui pourrait devenir thanatopracteur en Belgique. Il n'y a pas de réglementation. Le métier n'est pas protégé. Et donc, on a, nous, une volonté de faire reconnaître notre travail, notre métier. Et donc, j'espère aussi que ce livre permettra de dire, bon, attention, on peut pas faire n'importe quoi. C'est peut-être bien qu'il y ait comme des gens qualifiés pour le faire. Et j'espère que ça mettra un petit peu de lumière sur ce métier dans mon pays, chose qui en France est déjà faite. Hein. Donc vous avez vraiment un beau cadre qui réglemente tout ça et évite des dérives. Et alors, je vais te poser la question que je pose de manière classique à nos invités. Est-ce que tu as aujourd'hui la vie que tu imaginais avoir quand tu étais petit? Non, je ne pense pas. Après, qu'est-ce qu'on imagine quand on est petit au final? Toi, visiblement, tu as toujours été intéressé par le sujet. Oui, c'est clair. Mais il y a eu quelques virages entre-temps. Oui. Après, je pense que j'ai la vie aujourd'hui que j'ai, qui est sans doute celle que j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant. Mais après, que demander de plus que d'être heureux et épanoui dans ce que l'on fait, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu as refait ta vie avec quelqu'un qui est encore du secteur? Oui, effectivement. Oui? Oui. Elle est thanato aussi? Oh oui, en cours. Ouais. Oui, donc il y a quand même... en effet, vous gravitez dans votre monde. Oui, effectivement. Et après, c'est aussi le fait que on passe tellement de temps dans le secteur qu'on rencontre les gens dans le secteur. Ce qui est assez logique. Oui, voilà. J'imagine que les gens des médias rencontrent des gens dans les médias et vice-versa. Hein, donc, Merci beaucoup. De rien, merci.